Non, vous inquiétez pas, ma chaîne va pas s'orienter que sur du contenu foot. Mais je voulais quand même faire une petite trilogie autour de la Géorgie à l'Euro. Le mois passé, on est revenu sur la qualification. Ce mois-ci, on va se demander ce qu'on peut en attendre. Et finalement, en juillet, une fois l'Euro terminé, on pourra faire un petit bilan. À moins qu'il n'y ait rien à dire sur le sujet, c'est possible aussi. Et tout ça, ça tombe bien parce que les 2 ou 3 prochains mois seront très mouvementés pour moi à cause de mon travail. Donc c'est parfait de pouvoir se poser avec ces vidéos un peu plus légères, mais qui me tiennent quand même très à cœur. Bref. Pour aujourd'hui, on va demander à quoi on peut s'attendre avec ce premier Euro de la Géorgie. D'ailleurs, je tiens à préciser que je fais ça en tant que fan et supporter de l'équipe avant tout et que je ne vais pas rentrer dans les analyses tactiques, la stratégie et tout ça, tout simplement parce que j'y connais rien. Et pour ça, on va commencer par faire une revue de l'effectif. Ça va être aussi une bonne occasion d'avoir une idée de comment on prononce certains noms. Ensuite, on va relever les différents points un peu inquiétants sur lesquels on peut avoir quelques réserves. Et pour finir avec les points les plus emballants, ceux qui nous permettent d'être plus optimistes. Et pour finir, on va faire un petit bilan. Aussi, dernière chose, Willou a récemment sorti une analyse sur le sujet. Déjà, j'ai beaucoup de mal à le croire en le disant. Willou qui fait une vidéo sur la Géorgie, quel kiff. Mais n'hésitez pas à aller la voir parce que je vais peut-être faire référence à 2 ou 3 choses qu'il a dit. Allez, sur ce, c'est parti. Commençons avec la revue de l'effectif. Bon, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est en début mai. Donc à ce moment-là, la liste des sélectionnés pour l'Euro n'est pas encore sortie. Du coup, je vais me baser sur la liste des barrages et je vais citer aussi quelques autres probables candidats. À commencer par les gardiens, bien sûr en numéro 1, même s'il joue avec le numéro 12, c'est Giorgi Mamardashvili de Valence, sur lequel on va revenir bien assez vite, du coup je ne vais pas trop m'étendre dessus. En numéro 2, on a le légendaire Giorgi Loria, qui est présent en sélection depuis 2008 et qui m'a tellement marqué que même quand j'essaie de repenser au tout premier match que j'ai vu de l'équipe nationale, c'est lui que j'imagine dans les buts. Aujourd'hui, il est de retour au Dynamo Tbilissi, et même s'il y a peu de chances de le voir dans les cages, il peut énormément apporter par son expérience et sa présence, même s'il a pris un carton rouge contre la Grèce parce qu'il a fait... Finalement, le numéro 3, ça risque d'être de nouveau Luka Gugeshashvili, qui joue à Karabaghi en Azerbaïdjan. Ça vaut ce que ça vaut et il n'y est pas indiscutable, mais ça reste quand même le joueur d'un club qui fait régulièrement des beaux parcours en Europa League ou en Conference League, donc ça peut toujours servir. Sinon, à la place, on peut voir le potentiel retour de Lazare Kupatadze qui joue maintenant au Sabultalo Tbilissi, mais perso, j'ai du mal à y croire parce que son niveau a vraiment baissé ces derniers temps. Passons aux défenseurs, et c'est là qu'il y a le plus de monde, mais paradoxalement, c'est aussi le secteur le plus faible de l'équipe, donc on va essayer de voir ça assez vite. Déjà, on a bien évidemment le capitaine, le grand Guram Kashia, joueur le plus capé de la sélection nationale. C'est un joueur d'expérience, mais c'est aussi de ce qu'on voit en interview, un mec très cool. Et dans son analyse, Willou parle de la bonne ambiance dans le groupe, je pense que sa présence y est sûrement pour quelque chose. C'est un joueur qui évolue au Slovan Bratislava, là où il a retrouvé l'ancien sélecteur national. Et ça semble être un club qui paye pas de mine, mais ça reste un club qui joue l'Europe presque chaque saison. Et Cachet est indiscutable. D'ailleurs, il fait partie des joueurs de plus de 35 ans qui disputent le plus de minutes en Europe. C'est une statistique qui vaut ce qu'elle vaut, mais ça vaut. Ensuite, on a l'indéboulonnable Solomon Kwerkwelia, qui joue à Al Ohlud en Arabie Saoudite. Il peut être parfois très maladroit, mais on peut toujours compter sur lui pour faire le sale boulot. On a aussi Lachad Wali qui joue à Chypre, à Nicosie, lui aussi toujours là pour faire le sale boulot. Otar Kakabadze du KS Cracovie, où ça lui arrive de porter le brassard de temps en temps. Un défenseur latéral qui arrive très bien à se projeter vers l'avant, et d'ailleurs il a été excellent lors des barrages. Pour finir chez les indéboulonnables, on a aussi Levan Shengelia, qui joue en Grèce, au Panetolikos. Un autre latéral qui sait très bien se projeter, d'ailleurs lui aussi il a été excellent pendant les barrages. Il y a quelques jeunes promoteurs aussi, comme le jeune Saba Sazonov du Torino FC, Luka Lochoshvili de la Cremonese, vainqueur du trophée Fair Play The Best en 2022 pour avoir sauvé la vie d'un adversaire sur le terrain, Giorgi Gosholeshvili du Shakhtar Donetsk et Vladimir Mamouchashvili du Dynamo Batumi. On peut aussi supposer la présence de David Rocholava, blessé pendant les barrages, qui joue au FC Copenhague et qui fait partie des patrons de la défense en sélection, Irakli Azarovi, lui aussi du Shakhtar, et Djemal Tabidze du Panetolikos. 2 autres habitués qui ont été absents lors des barrages. Au milieu, déjà, on a le légendaire Djaba Kankava qui est sorti de sa retraite pour les barrages. Et même s'il a joué que quelques minutes contre le Luxembourg, sa présence et son expérience a sûrement beaucoup apporté au groupe. Donc ça ne serait pas une surprise de le revoir à l'Euro. Otal Kiteishvili, un milieu défensif du Sturm Graz, qui reste un outsider du championnat autrichien. Mais c'est là encore un club qui joue très régulièrement l'Europe. Et Kiteishvili y est indiscutable. Il a aussi une excellente qualité de frappe de loin, comme il le montre fréquemment au club, mais aussi parfois en sélection. Ensuite, on a Monsieur Nika Kwekweskiry, l'homme de la qualification, qui joue au Lech Poznań, champion en titre en Pologne. Rarement titulaire d'entrée en sélection, mais il apporte très souvent beaucoup de dangerosité en fin de match grâce à sa puissance.
En termes plus offensifs, on a Giorgi Kochorashvili de Levante, qui a fait ses premiers pas en sélection que très récemment, mais qui est très vite devenu indiscutable grâce à ses performances. Bien sûr, Giorgi Chakwetadze, le héros de la Ligue des Nations 2018, qui joue aujourd'hui à Watford et qui remonte en puissance après une longue traversée du désert. Giorgi Tsiteishvili du Dynamo Kiev, un autre impact sub qui apporte énormément par ses entrées. Je veux dire, tous ceux qui ont vu le match contre la Grèce se souviennent de sa percée incroyable. Anzor Mekwabishvili de Craiova et Sandro Altunashvili de Wolfsberger. On peut aussi ajouter le jeune Gabriel Sigua, seulement 18 ans et 2 sélections, mais il a fait une plutôt bonne impression quand il est venu. Et en club, il marche plutôt bien, donc ce ne serait pas surprenant de le voir à l'Euro. Après, je vais aussi citer Valeri Kazaishvili et Tornike Okriashvili, un duo de milieu offensif qui m'a vraiment fait rêver dans les années 2010 et que je rêverais vraiment de voir à l'Euro, mais c'est peu probable, leur prime semble assez lointain et le premier joue aujourd'hui en Chine, alors que le second est rentré au pays. Même s'ils n'ont pas officiellement déclaré d'être partis à la retraite, on les a très peu vus sous Sagnol, mais il me manque. Pour finir en attaque, vous l'attendez, Khouisha Kvaratskhelia. Oui, en géorgien, KH, ça se prononce R, un peu comme le G en espagnol, genre dans Getafe. Mais si vous le prononcez comme un R français, vous n'êtes pas trop loin de la réalité. Et le V, précédant une voyelle, n'est pas très appuyé, presque comme un OU. Plutôt entre V et OU. Donc on prononce Kvaratskhelia. Linguistique mise à part, Kvaratskhelia est bien évidemment la star et le visage de cette équipe, même si les barrages ont montré que l'équipe peut bien s'en sortir sans lui. Mais bien évidemment, avoir un tel joueur dans l'effectif impacte énormément la confiance du groupe. Il a eu un petit passage à vide en début de saison dans une équipe de Naples clairement en dessous de ce qu'elle a montré l'année dernière, mais les médias sont quand même très durs avec lui parce que statistiquement, cette saison, il est absolument pas ridicule non plus. Georges Mikaotadze, parce que oui, A et U, ça fait O que en français, donc c'est Mikaotadze, pas Mikotadze. Un joueur que les suiveurs du foot français connaissent très bien, star de son club, qui a aussi connu un début de saison difficile, mais qui est bien remonté en fin de saison. Pas toujours indiscutable en sélection, parce qu'il a un peu de mal à réellement s'intégrer au groupe. N'étant pas né en Géorgie, la communication n'est pas toujours facile et le décalage culturel, ça pèse aussi pas mal. Ça reste quand même un joueur très apprécié par le groupe et par les supporters, et surtout le recordman de buts en un seul match avec la sélection, parce qu'il a marqué un quadruplé lors du fameux match contre la Thaïlande, et aucun autre joueur géorgien ne l'avait fait. Ensuite, Boudou Ziuzivadze, le héros de Géorgie-Luxembourg, un renard de surface plutôt technique qui joue à Karlsruher en Bundesliga 2. Il a été sélectionné pour un rassemblement en 2017 sans trop briller, mais depuis 2022, c'est un joueur indispensable du dispositif de Sagnol, où il a marqué beaucoup de buts très importants. Et même s'il est effectivement moins talentueux que les deux précédents, j'ai trouvé Willou assez dur dans son analyse sur lui, et je suis personnellement sûr qu'il jouerait dans un club d'un standing plus élevé s'il avait atteint son prime en étant plus jeune. Zuriko Dawitashvili des Girondins de Bordeaux, que les supporters bordelais ont surnommé le Messi géorgien, on prend. En sélection, il fait plutôt office d'impact sub, rôle dans lequel il excelle parce qu'il a marqué ou été décisif plusieurs fois sur des buts en dernière minute. Et finalement, on a eu pour les barrages Giorgi Quilitaya de Nicosie, un joueur que personnellement j'aime beaucoup mais qui a une petite baisse de régime ces dernières années, donc sincèrement je me demande s'il a réellement le niveau pour une compétition internationale. On peut aussi supposer la potentielle présence de Saba Lobzanidze, qui joue à Atlanta, un Géorgien qui joue en Géorgie, et qui a été excellent lors des éliminatoires, mais absent lors des barrages. Et enfin pour finir, comment on ne peut pas citer Monsieur Willy Sagnol, qui fait un excellent travail depuis sa venue sur le banc géorgien, et qui fait complètement l'unanimité, autant auprès du peuple que du vestiaire. Et même moi qui n'étais pas pour au début, je l'avais dit dans ma dernière vidéo, je suis 100% hypé par son travail. Voyons maintenant les points faibles de cette équipe, ou en tout cas les potentiels freins à notre optimisme. Déjà l'évidence, la Géorgie était barragiste, autrement dit la Géorgie n'a pas réussi à se qualifier directement, contrairement aux 3 autres équipes du groupe. Oui, on peut parler de la répartition des groupes de qualification super déséquilibrés que j'ai pas du tout compris. Je veux dire, quand d'un côté tu as un groupe avec les 2 finalistes, un quart de finaliste et une équipe qui jouait les barrages de la Coupe du Monde au moment du tirage, et un autre groupe avec une seule équipe qui a participé au dernier Euro et qui est en plus sortie au premier tour. Bon, du coup oui, la Géorgie a eu un des groupes les plus compliqués, mais est-ce que ça veut dire qu'elle se serait qualifiée à la place des 3 autres ? Pas sûr. Et restons terre à terre, supposons pas trop. Dans les faits, la Géorgie a échoué là où ses 3 futurs adversaires ont réussi, donc restons humbles à ce niveau-là. La Géorgie est aussi une équipe qui se déplace plutôt mal. Aux éliminatoires, c'était certes une seule défaite à domicile, mais aussi une seule victoire à l'extérieur.
Et à part en Ligue des Nations ou pendant 2 amicaux contre la Roumanie et la Bosnie, j'ai beaucoup de mal à me souvenir d'une victoire à l'extérieur contre un adversaire ne serait-ce que d'un niveau similaire au nôtre. Et c'est quelque chose de connu. Je veux dire, il n'y a qu'à voir, le Premier ministre lui-même a demandé aux compagnies aériennes de mettre en place des tickets à prix réduit pour l'Allemagne, et Ghulam Kashia, le capitaine, a demandé au peuple d'économiser pour venir les soutenir en Allemagne. Oui, à l'Euro, tout le monde sera plus ou moins à l'extérieur, mais là encore, nos 3 futurs adversaires ont des diasporas très importantes en Allemagne. On va quand même affronter 2 pays qui ont parmi les plus grosses communautés présentes en Allemagne et un autre pays qui a une frontière directe avec le pays hôte. Donc à ce niveau-là aussi, nous emballons pas trop. La Géorgie, c'est aussi une équipe très irrégulière. Je veux dire, si on se souvient bien, l'année passée, on a quand même vu à la fois la plus importante défaite et la plus importante victoire de la sélection, et ce, dans l'espace d'un petit mois. Ça en dit long. Et c'est aussi une équipe qui clutche beaucoup. Contre la Grèce et le Luxembourg, il y a eu énormément d'occasions ratées, et c'est le genre de truc que tu ne peux pas te permettre dans une compétition contre l'Euro. Donc espérons que la Géorgie se montrera à l'Euro sur une bonne période, et d'ailleurs personnellement j'espère des matchs de préparation pas trop difficiles, histoire de faire le gain de confiance et d'arriver à l'Euro dans le fameux état d'esprit ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Mais là encore, c'est possible d'arriver timide et complexé, du coup faisons attention. Et pour finir, dernier point, comme dit Willou, il y a un énorme manque d'expérience de ce genre de compétition, et dans ce groupe où on va affronter 3 adversaires qui cumulent 6, 8 et 9 participations, et qui étaient tous les 3 présents au moins lors des 2 dernières éditions, ça compte. Maintenant, il y a aussi des bonnes raisons d'être optimiste. Déjà, d'un point de vue du contexte, oui, la Géorgie est théoriquement le petit poucet de la compétition, mais surprenamment, si on regarde les statistiques, la Géorgie n'est pas la pire équipe du tournoi. 19e sur 24 en termes de valeur d'effectifs, devant la République tchèque, pas du tout la moins bien classée si on regarde les chapeaux au moment des éliminatoires, et surtout, 52% de chance de passer le premier tour d'après certains bookmakers. Plus faible pourcentage du groupe, oui, mais ça fait quand même plus d'une chance sur 2, on prend. Le groupe d'ailleurs, lui, est très équilibré, mettant le Portugal de côté, Turquie, République tchèque et Géorgie sont 3 équipes très proches sur le papier. 3 équipes de Ligue B, ça vaut ce que ça vaut, mais ça peut quand même un petit peu indiquer le niveau. Et d'ailleurs, même si la Turquie a fait une très bonne campagne éliminatoire, leur dernier rassemblement n'a pas été très convaincant. Après, avec la Turquie, il faut faire attention, ils doivent se faire pardonner leur performance catastrophique lors du dernier Euro, ils ont fini comme pire équipe du tournoi, donc ils voudront sûrement frapper fort d'entrée. Ça risque d'être très dur, mais pour rester optimiste, ça pourra les pousser à se découvrir et à faire quelques maladresses, et quand on sait que la Géorgie est très forte en contre, ça peut aider. De l'autre côté, la République tchèque, c'est vraiment le scénario opposé. Quart de finaliste du dernier Euro, mais légère baisse de régime récemment, et aujourd'hui très proche de la Géorgie statistiquement. Donc ça peut offrir un beau match bien serré. Donc en somme, un groupe où la Géorgie peut se foirer, oui, mais où elle peut aussi quand même y croire. Autre bon point, il y a un poste sur lequel on n'est certainement pas les moins bons du groupe, le poste de gardien, avec notre grand Mamardashvili. Probablement un des meilleurs gardiens présents à cet Euro, quand on voit ses chiffres de la saison actuelle, même si ça lui arrive parfois de passer un peu à côté. Moi je pars du principe que c'est jamais de la faute du gardien, ou presque jamais, mais lors de cette fameuse défaite 7-1 contre l'Espagne, il en a laissé passer quelques-uns qu'il aurait arrêtés en étant en forme. Mais maintenant, dans l'ensemble, heureusement qu'il est là. Dans une équipe où le secteur défensif est de loin le plus faible, l'avoir en dernier rempart, ça compte beaucoup. D'ailleurs, j'ai cité Kwekweskieri comme héros de la qualification, mais en vrai, c'est bien Mamardashvili. Très rassurant pendant le match, et surtout non seulement un penalty arrêté, mais si on regarde bien le penalty tiré à côté par Giacomakis, Mamardashvili plonge non seulement du bon côté, mais aussi à la bonne hauteur et au bon moment, donc il aurait potentiellement pu en sortir 2 sur 4. On peut aussi parler de la pression. Pour la Géorgie, l'objectif c'était la qualification, et il a été atteint, donc là maintenant il n'y a plus rien à perdre. Là où le Portugal vient avec pour objectif d'aller au bout, la République tchèque a la pression d'un ancien quart de finaliste, et encore une fois la Turquie doit se faire pardonner pour l'édition passée. Au milieu de tout ça, la Géorgie vient en ayant déjà accompli l'exploit et avec pour seule attente celle de faire de leur mieux. Ça aussi, ça peut potentiellement compter. Le calendrier est pas mal aussi, certes la Turquie en premier ça peut être chaud, mais le Portugal en dernier, ça c'est pas mal. Eux qui aiment taper les petites équipes, c'est pas déconnant de les imaginer déjà qualifiés au moment du 3e match, donc faisons potentiellement tourner.
Après, c'est pas gravé dans le marbre non plus, parce que ça fait plusieurs grandes compétitions que les Portugais font des premiers tours difficiles. Mais là, avec le niveau du groupe, j'ai quand même un peu de mal à l'imaginer. Pour ce qui est du jeu en lui-même, la Géorgie peut réellement compter sur des offensifs rapides et techniques pour avoir une excellente qualité de contre, et elle a montré à plusieurs reprises une capacité à surprendre de nulle part et à se créer des occasions d'un rien. C'est le genre d'équipe qu'on croise assez rarement en Europe, donc là encore, il y a moyen de potentiellement créer la surprise. Pour finir, je vais parler de l'effectif de manière plus générale. Comme vous avez pu le voir, la majorité des joueurs évoluent dans des petits clubs, mais ils sont tous très importants, voire indiscutables, et ce dans des clubs qui jouent quand même régulièrement les petites compétitions européennes. Donc malgré son inexpérience, la Géorgie va se présenter avec des joueurs en jambes, qui jouent et qui savent répondre aux attentes. Et ça, c'est pas le cas de toutes les équipes du tournoi. Comme on vient de le voir, il y a du bon, du moins bon, mais surtout de l'irrégularité. Donc il y a un monde où la Géorgie passe le premier tour, voire même nous offre un parcours à l'islandaise avec une surprise en 8e, mais fantasme à part, il y a tout autant un monde où la Géorgie finit à 0 points avec 15 buts encaissés. La Géorgie n'est donc absolument pas l'outsider de la compétition, mais on peut quand même dire que c'est une potentielle belle surprise. Pour ma part, je pense que l'objectif de se qualifier à une première compétition est déjà énorme, et surtout un grand objectif. Donc moi, je demande juste une chose, c'est de jouer avec honneur et de tout donner, et potentiellement marquer les esprits. Éviter le 0 pointé et potentiellement nous faire un parcours comme la Hongrie en 2021, c'est-à-dire certes une 4e place, mais en ayant réussi à accrocher chaque adversaire. Après, mon attente principale, elle est à plus long terme, que ça soit pas un one-time event. Bien sûr, se qualifier à chaque compétition, ça serait très difficile, mais il faudrait désormais avoir la qualification comme objectif à chaque fois. Et on peut y croire. Contrairement à la Macédoine qui s'est qualifiée sur la fin de sa génération dorée, l'équipe de Géorgie est très jeune et on pourra compter sur les mêmes talents pour plusieurs années. Mais aussi, cette qualification à l'Euro risque de permettre à la Géorgie de monter un peu au classement. Et comme lors des derniers tirages, elle était l'équipe la mieux classée de son chapeau, on peut potentiellement espérer être dans un chapeau au-dessus. Je sais ce que vous dites, mais ça compte, parce que ça veut dire que du coup, on aurait seulement 2 adversaires plus forts en qualification au lieu de 3, ce qui augmente statistiquement les chances de se qualifier. Sinon, il y a une possibilité un peu moins honorifique qu'on peut potentiellement imaginer, un genre de boucle avec une défaite en Ligue des Nations qui nous ferait redescendre en Ligue C, potentiellement de nouveau gagner, et donc être barragiste pour le prochain Euro, et ainsi de suite. Mais bon, se qualifier directement, ça serait mieux, et devenir une équipe qui joue régulièrement l'Euro à l'image d'équipes comme la Slovaquie, la République tchèque ou encore la Hongrie, ça serait vraiment bien. Mais bon, en attendant, nous prenons pas trop la tête avec toutes ces analyses, ces statistiques et tout. Réjouissons-nous surtout pour cet Euro et kiffons-le quand il sera là. Allez, c'était Saibot. Prenez soin de vous, kiffez et à dans moins de 4 ans. Skela, persebi, ხაშება ამბიჩი თემა იჩითება რო გაგიყვანო ტრიპში flow არის ისევ ცივი hope არის ისე მძიმე მოკალი ისე სკილით ავი როგორც ცივი ნესტი როგორც ნაზეს ქალი გიშლის და რო შესაყვარელ ემსის კლავს ვერის გავს მე კი ველოდები როდის მას რსპას ბომბარდირი გააგიჟებს ხალხს მეცი ფიცე როგორც მესი ფინძე მესი გიჯე versus მასტიზე მესი მისებს აო ფიქრ მესი კვილზე მე ცინიზმით უპასუხებ ყოველს დის შენ მცდელობაა შემაჩერო კარიუსი ყვება ბოხმა როგორც ეხთის უზი ტესტა ტრეკებს და ინი ჰიტებს ისე პროგი ვენი ვიდი ვიცი როგორც კრუში აი შეპა რომ